Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme en ce bel été qui démarre. Alors moi aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver, vous allez voir que dans quelques instants je vais vous partager une interview encore une fois ultra inspirante. Voilà, bon, je n'en dis pas plus, vous allez découvrir ça, je suis sûr en plus que le sujet va vous intéresser et fortement vous aider parce que j'ai eu la chance d'interviewer un investisseur qui est à la fois banquier. Donc voilà, je sais que le sujet du financement aujourd'hui c'est un gros sujet de préoccupation pour de nombreuses personnes, donc j'ai décidé de faire intervenir un expert en la matière. Donc voilà, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Alors une fois n'est pas coutume, vous avez l'habitude pour celles et ceux qui m'écoutent depuis un petit moment d'avoir les actus de GG. Voilà, la petite rubrique en début de podcast où je vous raconte mes aventures et mes épopées d'investisseurs immobiliers professionnels, de chasseurs immobiliers, de marchands de biens. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Donc je me suis mis un gros focus sur ce mois de juillet pour la partie chasse immobilière pour mes clients et puis également pour moi-même. Voilà, notamment sur la partie marchand, c'est vrai que le locatif, là j'ai peut-être un dose qui va tomber, mais on attend de valider le prix, donc je vous en dirai plus prochainement, mais voilà, ça reste un petit peu abstrait, mais si le coup se fait, si on arrive à aller au bout, ça fera 8 lots en plus, donc ce serait trop bien. Donc voilà, je vous tiendrai au courant, mais qu'est-ce qu'il y a de plus concret actuellement ? C'est le marchand de biens. Le marchand de biens aujourd'hui, c'est quelque chose, je vous en parle de plus en plus, alors non pas pour vous faire rêver, encore une fois, vous me connaissez, hein, aujourd'hui, moi je vends pas du rêve, je vends du concret. Néanmoins, je me rends compte que passer un certain cap, passer un certain niveau, et puis voilà, pour toujours me challenger, aller chercher plus de résultats, et bien aujourd'hui le marchand de biens c'est quelque chose qui me correspond plutôt pas mal. Je pourrais faire d'ailleurs un podcast si vous voulez spécialement dédié à ça. C'est vrai que je crois que jusqu'à présent j'en ai pas fait, mais là on a eu un super dossier vraiment à tomber avec mon associé. Donc typiquement on est sur un immeuble déjà divisé, compteur haut, avec un petit peu de travaux à prévoir à l'intérieur sur l'immeuble en tant que tel, sur le bâti. Donc notamment une petite révision de la toiture, des petits traitements de charpente à effectuer, un petit désencombrement de la cave et on va dire un débroussaillage du terrain. Voilà, je cherchais le mot. Et là, on est sur une renta, une marge en fait qui va être assez ouf. On va être, les amis, sur un taux de marge entre 39 et 48%. Voilà, donc c'est un dossier là sur lequel on a mis pas mal de focus, tellement c'est une pépite. Comment j'ai réussi à choper ce dossier et c'est là où je pense ça va vous intéresser. C'est pas mon réseau qui me l'a amené ce dossier là pour une fois. Néanmoins, voilà, aujourd'hui c'est mon métier, hein, donc je fais de la chasse, du marchand, donc je suis toujours en veille sur le marché et j'ai des filtres de présélection de biens très précis. Et voilà, et ce bien est tombé un matin. Du moins je l'ai vu le matin, j'ai appelé dans la foulée, j'ai bloqué une visite le lendemain et j'ai fait une offre au prix, sans condition suspensive de financement. Pourquoi ? Parce que le secteur je le connais par cœur, je sais que c'est un excellent secteur, que je l'achetais avec des métriques absolument dingues, quasiment 3 fois en dessous du prix du marché, et je pouvais pas passer à côté tellement l'emplacement il est ouf, le produit, j'ai tellement hâte d'aller sur place pour vous faire des vidéos, du contenu YouTube, des réels et tout, parce que c'est un super dossier. Donc voilà, là on espère signer le compromis d'ici mon départ en vacances. En fait le 25 juillet moi je pars en vacances, donc il faut absolument que ce soit signé d'ici là, mais normalement ça devrait le faire pour voilà une signature du bien officiel, on va dire courant septembre. Donc ça j'ai très très hâte, et à côté de ça on étudie encore d'autres dossiers. Là l'idée c'est vraiment d'enchaîner sur cette partie marchand, parce que voilà, aujourd'hui moi ça m'éclate, c'est d'autres problématiques, c'est une autre dimension de projet, c'est une autre logique, mais néanmoins la partie chasse immobilière, analyse de secteur reste la même, hein. C'est vraiment primordial aujourd'hui de maîtriser votre sujet, de maîtriser les travaux, de maîtriser les métriques, l'optimisation de DPE, les prix de revente, etc. Mais avec le temps et l'expérience, forcément, vu que ça fait 4 ans et demi que je fais ça à temps plein, eh bien ça devient très très facile, et ça devient vraiment un jeu hyper kiffant. Donc voilà les amis, donc ça c'est le sujet chaud, on va dire, d'avant les vacances. Il faut que je signe ce compromis pour partir à la tête
sereine pour pouvoir ensuite mettre ça en vente sur la rentrée. Donc ça, c'était la grosse actu marchand de biens. Pour toutes celles et ceux qui sont abonnés à ma newsletter, vous avez certainement vu passer dernièrement des emails avec une proposition tarifaire, on va dire, de l'été sur ma formation, en fait, ma grosse formation DPI, la formation dénicheur de pépites, qui est clairement ma formation la plus complète pour pouvoir devenir un investisseur aguerri. Je vous ai fait part d'une promotion exceptionnelle de l'été. J'en ai jamais fait sur cette formation et j'ai pas coutume de faire des remises à tout va, étant donné que c'est du quali, c'est beaucoup de taf. Mais néanmoins, j'ai décidé cet été là de vous faire une promotion là-dessus, tout simplement parce que je pense que dorénavant, je prendrai les coachings, les gros coachings pour les élèves uniquement quand on fait cette formation-là. Pourquoi ? Parce que ça me permettra d'être beaucoup plus efficace dans l'accompagnement, d'être encore plus rapide. Parce que l'idée, c'est quand je fais des accompagnements, les élèves avancent au fur et à mesure. Ils font des modules de formation, on valide en coaching, on avance petit à petit. Donc, c'est des accompagnements qui durent entre 6 et 9 mois pour la plupart des élèves, en fonction de la vitesse de chacun. Moi, je m'adapte à chacun. L'idée, c'est pas d'aller vite et je m'adapte vraiment à l'emploi du temps de chacun. Mais ce que je me suis dit, c'est que cet été, si certains voulaient passer à l'action, voulaient prendre leur temps pour justement potasser, étudier, se former, eh bien, les personnes qui voulaient ensuite aller plus loin à mes côtés à travers de l'accompagnement one-one, eh bien, ils seraient directement opérationnels sur septembre et octobre. Donc, j'ai décidé du coup de vous faire une remise de fou en fait, parce que la formation normalement, je la commercialise 2 000 € et là l'idée c'est de vous la commercialiser et de vous la proposer à 997 €. Voilà, donc les personnes qui étaient dans la newsletter, merci à toutes celles et ceux qui me font confiance et qui ont rejoint ce programme de formation. Je vais vous mettre en barre de description le programme et puis le lien d'inscription pour me rejoindre. Donc je vous laisse consulter tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part également. Par mail, par Instagram ou autre, mais néanmoins je pense que le programme est assez clair. L'idée c'est de balayer toutes les problématiques d'un investissement immobilier, d'un investisseur. Clairement j'ai construit la formation de la même façon où moi j'aurais aimé l'avoir, à savoir les questions du début, l'aspect mental, la stratégie, le type de bien, le secteur, la visite, la négociation, bref, les travaux, le DPE, la fiscalité, la sélection du locataire, bref, j'ai vraiment tout balayé, toutes les stratégies pour justement vous aider. C'est une formation qui est très axée opérationnelle, qui est très axée mise en pratique immédiate. En fait, soit je vous montre mon écran, les outils, les logiciels, comment on fait, etc. et vous n'avez plus qu'à répliquer, soit je suis sur le terrain et je vous montre clairement ce qu'il faut observer. Donc c'est pas une formation théorique, c'est vraiment une formation dédiée aux personnes qui veulent passer à l'action rapidement, en dupliquant finalement moi ce que je vais faire dans mon métier, dans mon quotidien de professionnel de l'immobilier. Donc pour toutes celles et ceux qui sont intéressés, et j'en finis avec ce laïus là, la code promo que je vais vous mettre en barre de description est valable encore quelques jours. Donc voilà, celles et ceux qui veulent en profiter, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de ensuite vous accompagner. Donc, sans transition aucune, on va maintenant passer au sujet du jour. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ce podcast si vous le découvrez, à en parler à des personnes autour de vous, à des investisseurs qui veulent passer à l'action, qui ont besoin de monter en compétences. Voilà, ça fait 4 ans et demi que je fais ce podcast. Vous avez quasiment 150 épisodes à écouter, à découvrir. Il y a de quoi vraiment apprendre beaucoup de choses. Donc, partagez-le. N'hésitez pas également à laisser une notation Apple Podcast, Spotify. C'est ça qui me permet, moi, de toujours développer la notoriété de ce podcast, de ces épisodes. Ça m'encourage également parce que c'est beaucoup de temps de monter des podcasts, de les tourner, de caler les rendez-vous, les invités, etc. Et vraiment, quand j'ai des retours de votre part ou des commentaires, comme j'ai pu en avoir récemment,
Le podcast d'ailleurs sur la partie reprise d'entreprise vous a beaucoup plu. Je vous invite à aller l'écouter avec Joël Rivoal. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il est sorti il y a 2-3 semaines je crois. Ça vous a beaucoup plu, donc voilà. S'il vous plaît, une petite note également, ça me fait très plaisir à chaque fois. Donc je lance le podcast du jour, mais avant toute chose, et comme vous en avez l'habitude, jingle. Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable, même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, non pas en solo, mais avec un invité, notamment un invité, vous allez voir qu'il y a plusieurs casquettes, plusieurs cordes à son arc, comme j'aime bien le dire. Salut Romain, comment tu vas? Salut! Eh ben écoute, ça va très bien, je te remercie. Merci pour l'invitation dans ton podcast. Et puis on fait le petit match retour comme prévu. Exactement. Donc, pour la petite anecdote, je suis passé la semaine dernière sur les ondes du podcast de Romain, The Money Show, que je vous invite à aller découvrir d'ailleurs. Podcast que tu as monté il y a à peu près 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, qui va comptabiliser une petite quarantaine d'épisodes voilà, dans les grandes lignes. C'est ça. Alors, Romain, on a plein de choses à parler. Tu es un investisseur autodidacte, on va y Oui. revenir. Tu es également banquier, et ça, je sais que les auditeurs ont déjà hâte d'avoir tes meilleurs tips pour aller chercher le financement, qui est le plus important. On va pas se mentir, hein, sans financement, il n'y a pas de projet. Mais avant toute chose, je te laisse te présenter. Qui es-tu? D'où tu viens? C'est quoi ton parcours dans les grandes lignes? Eh ben écoute, je m'appelle Romain, j'ai 32 ans. J'habite tout de suite Roanne. C'est une petite ville moyenne dans la Loire, pas très loin de Mhm. Saint-Étienne. À côté de ça, j'ai la double casquette investisseur et banquier. Donc je suis banquier depuis 12 ans déjà. Ok. Euh, j'ai fait un peu tous les postes. J'ai fait du guichet, j'ai fait des clients particuliers, j'ai fait des clients professionnels. Et là, à l'heure actuelle, je suis sur des clients professionnels un peu plus haut de gamme, qui font minimum 800 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'à plusieurs millions. Et à côté de ça, je suis investisseur immobilier depuis 2019. 2019, c'était achat de ma première résidence principale. Et Ok. ensuite, j'ai fait quelques locatifs depuis. Bon, eh ben écoute, on va essayer d'explorer un petit peu tout ça. Ouais. Hum, si on se replonge un petit peu déjà en 2019, euh, on va essayer de rebalayer un petit peu ton parcours immobilier déjà. Comment, alors 2019, donc tu me dis, ça va faire 6 ans, tu avais 26 ans, donc c'est relativement jeune aussi quand tu as démarré. Qu'est-ce qui t'a poussé à acheter? Pourquoi tu as commencé par ta RP? Est-ce que tu as fait, voilà, c'est quoi déjà les premières pierres de... Comment tu as bâti les premières pierres de ton patrimoine? Ouais. Et ben en fait, j'ai commencé à travailler moi à 20 ans et j'ai toujours dit que je voulais acheter ma résidence principale, sauf que pour le boulot, j'ai été parachuté un peu à droite à gauche parce que en banque, si on est mobile, on a quand même pas mal de promotions. Ok. Et moi, c'était mon cas. Et je voulais acheter dans une ville où je me posais entre guillemets. Et vu que j'ai eu, on va dire, une promotion tous les ans et demi, j'ai pas acheté de suite. Et en 2019, du coup, quand j'ai eu, on va dire que j'étais un peu plus stable au niveau de ma carrière, je me suis dit, bah allez, c'est parti, il faut que j'achète ma résidence principale. Je travaillais sur Lyon à l'époque. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était que je voulais acheter ma résidence principale, ne pas trop m'endetter avec mon Hmm. ex-conjointe.
pour derrière pouvoir faire des locatifs. Donc on avait une capacité d'emprunt, grosso modo, je crois que c'était 350, 380 000 euros à l'époque. Et on a acheté en fait une résidence principale à 175 000 euros de Ok, mémoire. ok. Donc voilà un petit peu le premier investissement que j'ai fait dans Et, l'immobilier. et quand tu as acheté cette première RP, du coup, est-ce que tu t'étais déjà formé à l'IMO? Est-ce que tu avais soit acheté un accompagnement, une formation? Est-ce que tu étais en veille, on va dire, avec des vidéos YouTube ou autres? Euh, Oui. ouais. Oui, oui, en fait, j'étais en veille avec des vidéos YouTube. À l'époque, bon, après, je sais pas si je peux le citer, mais Oui, oui, vas-y, vas-y. je regardais toutes les vidéos, je les ai poncées, les vidéos de Christopher Wangen. Ouais, Donc, j'ai pas mal poncé son contenu gratuit. Pour acheter, du coup, ma première RP, qui était dans un quartier de Lyon où le métro devait se faire plusieurs années après. Donc, c'était quand même un quartier avec, on va dire, un fort potentiel. développement au niveau économique. Ouais. Et je m'étais déjà formé et je savais déjà qu'en achetant cette résidence principale, je voulais partir derrière sur du locatif, chose qui n'a Donc, pas manqué. ok. Donc, en fait, t'avais déjà conscientisé le fait qu'il fallait pas se mettre au taquet C'est ça. de son endettement sur sa RP, ce qui malheureusement est une erreur assez courante chez beaucoup de personnes. Alors, moi, tu vois, moi je l'observe beaucoup sur des gens que je vais avoir en conférence ou que je vais avoir au téléphone voilà, ou des prospects ou des élèves hein, que je vais avoir, où en Oui, fait, ils s'intéressent à l'investissement immobilier et ils sont, pour certains, déjà propriétaires de leur RP, mais propriétaires de la RP en mode coup de cœur, on s'en fout à la gueule au niveau de l'endettement. Et ce qui fait que bah, ils se retrouvent un peu bloqués parce qu'ils se disent bah merde, si j'avais su, bah, j'aurais pas acheté ça, quoi. c'est Donc, ça. Et puis, ça, c'est quelque chose aussi que moi j'ai remarqué au travers de mon métier. Au-delà des formations que j'ai fait, je travaillais dans l'Ouest lyonnais exactement. Donc, des biens, on va dire, assez chers. Voilà, minimum 300 à 400 000 euros et des fois pour certaines maisons vont dépasser le million. Et c'est fou parce que à chaque fois que je recevais des prospects, des clients, je leur donnais leur capacité d'emprunt maximum en leur disant attention, ça c'est vraiment le maximum que je puisse vous prêter. ouais, Mais par contre, derrière, si jamais il faut faire des travaux, je sais pas, qu'il y a un chauffe-eau qui pète, si jamais il y a votre voiture qui lâche, qu'il faut faire un crédit conso, etc. En fait, je pense qu'ils oublient un petit peu cette partie-là et ils avaient juste enveloppe maximum d'emprunt. Et en fait, à chaque fois, ils partaient sur l'enveloppe maximum. Et ouais. du coup, c'était problématique parce que moi, je pouvais pas dire non dans le sens où ils étaient bons en termes d'endettement. Mais par contre, derrière, il y en a un, il y avait une voiture, elle lâchait, il fallait faire un crédit conso. Et bah, du coup, on dépassait. Alors, à l'époque, c'était pas 35, c'était 33%. Et ben, on est arrivé à 39, 40, 42%. Donc, c'était un peu compliqué pour certains. Et moi, je me suis toujours mis en tête, du coup, de pas faire la même erreur, entre guillemets, que mes clients. Ok. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, hein, c'est le choix de la RP. C'est important, je trouve. Et puis, on pourra en reparler tout à l'heure. Enfin, on peut même en parler maintenant. La vision un peu de la banque et du banquier quand tu es propriétaire de ta RP versus t'es pas propriétaire ou t'es locataire. Est-ce il y a vraiment, vous, comment dire, un avantage à être propriétaire de la RP quand c'est justement pas au taquet de l'endettement? Oui, bah ça, de une, ça rassure la banque que tu sois propriétaire parce que ça veut dire que, entre guillemets, si tu es propriétaire de ta résidence principale, tu bouges pas, donc au niveau de ton job, tu es plutôt stable. Ouais. Et puis derrière, après, nous, on a toute une cotation qui se fait en interne, qui est liée en fait à ton comportement bancaire, voilà, tes achats, etc. Et du coup, la résidence principale, le fait d'avoir un crédit pour la résidence principale, ça vient augmenter cette cotation, dans le bon sens. Ce qu'on appelle le scoring bancaire? Le scoring bancaire, c'est ça. Ok. Est-ce qu'on peut rapidement expliquer un peu ce que c'est le scoring bancaire? Puis après, Ouais. Bien sûr, bah, le scoring bancaire, en fait, alors ça dépend des établissements, mais grosso modo, ça va de 1 à 10, ou alors sinon c'est avec des lettres. Ouais. 1 étant la meilleure note et 10, et ben, du coup la plus mauvaise. Et du coup, plus tu as une gestion saine de tes comptes, plus tu épargnes, moins tu vas avoir des achats du style, PMU, voilà, BetClick. voilà, c'est ce que j'allais dire, des paris en Ouais. ligne ou voilà, des casinos, etc. Voilà, moins tu fais d'achats de ce type-là, mieux ta cotation en fait est améliorée. Et du coup, plus tu seras dans le découvert, plus tu vas avoir des frais bancaires, plus tu vas faire des paris, etc., plus ta cotation bancaire va baisser. Et du coup, si ta cotation est bonne, eh ben, nous, aux yeux de la banque, c'est plus facile pour te prêter Mm. parce que tous les indicateurs sont ouverts. Quand tu as une mauvaise cotation bancaire, ça peut s'expliquer des fois parce que tu as eu une période compliquée, mais du coup, derrière, ça sort de notre délégation. Ça peut monter chez le directeur, ça peut monter aux engagements au niveau régional ou Mm. des fois national en fonction des banques. Et du coup, il faut aller justifier auprès de ces personnes-là.
pourquoi il n'y avait pas forcément une bonne cotation bancaire et pourquoi voilà, on décide de prêter aux clients. Ok. Et ça, c'est un algorithme automatique C'est tout automatique. C'est Ok. tout automatique. Donc, nous, on Donc c'est pilote rien du impartial. tout. Voilà, exactement. Et des fois, c'est con, hein, parce que j'ai des clients là récemment pour qui j'ai prêté des fonds en SAS pour faire du locatif. Et deux fois, en fait, ils ont été en retard sur les approvisionnements de comptes. C'est con, hein, mais Mhm. là, ils étaient en travaux, donc c'était eux qui payaient les échéances de prêt. Et deux fois, ils m'ont fait le coup en approvisionnant trop tard. Du coup, l'échéance de prêt est prélevée, ça crée du découvert, etc. Et derrière, la cotation bancaire est mauvaise. Et en fait, s'ils avaient besoin d'une rallonge de 20 000 € supplémentaires pour quelque chose qui n'était pas prévu, eh ben, on a dû patienter un mois et demi, le temps qu'ils réapprovisionnent le compte, que la cotation bancaire remonte et que derrière, bah, moi, tous les indicateurs soient ouverts pour que je puisse leur prêter. Ouais, je comprends. Ok. Donc bien import. Enfin ouais, c'est ce que. Enfin, j'en parle très souvent, mais le comportement que l'on a sur ces comptes primordial, en effet, d'être très vigilant. Tout ce qui est bah, forcément ne pas être à découvert et puis voilà, pas avoir la bouteille de vodka à 150 balles à 2 heures du mat le samedi soir, quoi. C'est ça, En gros, exactement. Et puis c'est ça. c'est agir un peu en bon père de famille. C'est ce que je dis à mes élèves ou aux gens que je peux rencontrer. C'est aujourd'hui une banque va prêter par rapport à la prise de risque qu'elle va prendre. Faites en sorte de montrer que vous êtes gage de confiance pour qu'on puisse vous prêter de l'argent, quoi. Bah, c'est ça, en fait, la banque, son boulot, c'est de prendre le moins de risques possible. Hmm. Et du coup, si quelqu'un a un mauvais comportement bancaire, s'il est tout le temps dans le rouge tous les mois, eh ben, ça rassure pas le banquier, ça rassure pas la banque, et du coup, on prêtera pas forcément. Hmm. Ok. Bon, bah très clair. On reviendra juste après Ouais. sur la partie bancaire. Euh, donc, tu as acheté ta première RP. Est-ce que tu l'as revendue, celle-là? Oui, bah, je l'ai revendu quand je me suis séparé de mon Ouais. ex-compagne. Où on va dire qu'au milieu, j'avais déjà fait deux, trois investissements immobiliers locatifs. Et en fait, cette RP, quand je l'ai revendue, on a fait une belle plus-value, plus Voilà. l'amortissement qu'on avait fait. Je voulais Euh, t'emmener là-dessus parce que si tu as acheté dans un quartier prometteur, en général, c'est ça. ça se monnaie, entre guillemets. Tu peux dire les chiffres de ta culbute? Ouais, alors pour être totalement transparent avec toi, on a fait, une fois que tu intègres, parce qu'on a fait zéro travaux. Enfin, je crois qu'on a Ok. juste changé une porte d'entrée parce qu'elle n'était pas hyper sécurisée, c'était une petite porte dans un immeuble. Mais hormis ça, en comptant bah, la porte d'entrée, le prix du bien, les frais notaires, etc., on a fait 25 000 € de plus-value. Ok. Donc sans imposition, vu que c'est la résidence principale, et ça en 2 ans, en ayant voilà, rien fait dans le logement. T'imagines, en 24 mois, ça te fait 1 000 € net par mois. C'est beau. C'est ça. Plus l'amortissement derrière, hein. Donc, Plus on est parti l'amortissement. avec une petite somme qui était plutôt conséquente, ça faisait plaisir, tu vois. Ouais, ok. Et c'est vrai que la stratégie RP, c'est quelque chose qui est souvent sous-coté, ou du moins c'est pas sexy, machin. Sauf que c'est une stratégie qui est redoutable. Et je dirais encore plus quand t'es jeune, sans enfant, et que t'es OK, tu vois, pour faire des déménagements tous les, je dis n'importe quoi, 12 mois, 18 mois, 24 mois, il y a quand même moyen d'accélérer très fort à travers cette niche fiscale, hein, qui pour l'instant est encore le cas, bien que il y a peut-être un peu plus de contrôle aujourd'hui qu'il y en a eu. Mais voilà, ça reste une stratégie, à mon sens, qui prend tout son sens. C'est Euh, ça. on va revenir un peu sur la partie locatif. Ouais. Donc toi, donc, par quoi tu as démarré? Aujourd'hui, ton parc immobilier, il est composé de quoi? D'appart, d'immeubles? On va essayer Ouais, d'explorer. j'ai de tout. En fait, moi, j'ai que des apparts et j'ai démarré par un petit T2 en copropriété. Hmm. Un petit truc, tu vois, bah, du coup, dans ma ville d'origine, là où j'habite là actuellement, à Rouen. À l'époque, c'était un bien que j'avais acheté 37 800 € exactement, je me Putain, c'est souviens. pas cher. Ok. Dans lequel j'avais fait quoi? J'avais fait peut-être 1 200 € de travaux. Et les travaux, en fait, c'était quoi? C'était juste les matériaux et c'était du coup mon papa et moi qui avons, euh, qui avons travaillé dans le logement. Donc, on va dire 39 000 € le prix du bien. Et c'était mon tout premier investissement que je louais à l'époque en meublé Ok. à des étudiants classiques. Ok. Et après, t'enchaînes, t'as enchaîné par quoi? Alors, donc ça, c'était en 2019. Attends, 2019 RP, 2020 le premier locatif, 2021 un T3, toujours dans la même ville, qui est loué en meublé aussi. En 2022 un immeuble dans la même Ouais. ville encore de 3 logements.
Et lui, je l'ai fait en SCI à l'IS parce qu'à l'époque, enfin c'est toujours le cas, mais euh, on va dire que j'étais assez imposé, moi, à titre perso. Hmm. C'était des logements qui étaient loués en nu. En fait, ils étaient Hmm. déjà loués parce qu'il n'y avait pas trop de travaux à faire. Et du coup, c'était quand même une belle opportunité. Je me disais, si les apparts se libèrent, il y a moyen de les passer en meublé, etc. Mais je ne pouvais pas supporter la fiscalité immédiatement. Donc, du coup, j'ai créé une SCI dans laquelle j'ai mis mon papa qui a 1% départ. Ok, intéressant. Donc ça, on y reviendra après sur le montage, montage sociétal. Ok, avec la répartition, je me note ça. Voilà, donc on va dire, j'ai fait ça. J'avais 5 biens, on va dire, les 3 premières années, plus ma résidence principale. Je me suis séparé, je crois que c'était en 2021. Je suis retourné en colocation sur Lyon pour Hmm. pouvoir avoir un loyer, on va dire, pas cher et pouvoir épargner le plus possible à côté. Donc ça m'a permis de racheter une résidence principale, bah, toujours en 2022, fin 2022, dans l'Ouest lyonnais, cette fois-ci, vu que je travaillais sur Lyon. Et en fait, c'était, on va dire, une résidence principale que je savais que j'allais la passer en location courte durée sous 1, 2, 3 ans. Ok, Parce que voilà, beau potentiel, quoi. Très joli, une petite chambre en mezzanine, vraiment tout neuf. En fait, je l'ai acheté à des marchands euh, au prix. De toute façon, à Lyon, généralement, c'est au prix que tu achètes, ou alors au sinon, prix ou rien. voilà, c'est ça. Mais voilà, il valait le coup, il était au prix, il était bien. Bah, ce que j'avais prévu, c'est fait, on va dire, plus tôt, parce que j'ai rencontré ma compagne qui est de Rouen, euh, 3 semaines, un mois après avoir acheté le bien. Ok, Donc, donc du coup, j'ai vécu dedans, on va dire, 6 mois. ouais, Le temps, en fait, de pouvoir revenir sur Rouen au niveau du travail, et derrière, je l'ai mis en location courte durée. ok. Ça marche. Et donc en fait, t'avais, j'ai envie de dire, t'as décroché un crédit RP un peu déguisé parce que tu savais très bien que t'allais le mettre en locatif derrière, quoi. C'est ça, et puis en plus, à l'époque, les taux commençaient à remonter. Et moi, je crois que sur 25 ans, j'avais eu du 1,11 quand nous, on prêtait à 2,30 ou 2,40 aux Ah clients. ouais, ok, ok, ouais, Et hyper voilà, intéressant. je l'avais fait sur 25 parce que petite surface, mais du coup sur Lyon. Donc, petite surface quand même, je crois que je l'avais payé 141 000 euros pour un 35 mètres carrés. Donc, ça fait quand même, c'est pas Oh. donné. Ouais, après, tu vois, sur les chiffres, c'est. Si je vois, tu vois, j'étais en recherche active ce matin pour une cliente là sur Rennes. Ouais, On peut taper nous, les 35 mètres carrés, bien placés, c'est 170 000 euros, quoi. Donc, ouais, ouais. c'est pas donné non plus, ouais. Mais très intéressant, tu vois, moi j'ai fait ça aussi avec ma femme là sur un appart qu'on a à Rennes. On était au taquet, on avait déjà, parce qu'on avait nos deux immeubles déjà, mais on était déjà un peu au taquet de l'endettement. On n'avait pas de RP à l'époque et on a fait on a acheté cet appart sous prétexte crédit RP, alors que dès le début, je savais que ce serait jamais une RP et on l'a mis tout de suite en locatif. Donc des fois, ça peut être une petite astuce aussi Exactement. pour aller choper un crédit quand on n'est pas propriétaire de CRP. Ok, donc très bien vu sur ce projet-là. Et après, est-ce que tu as pu en faire d'autres? Ouais, alors du coup, 2023, je me suis reposé, non, je me suis pas reposé, mais entre guillemets, j'ai pas refait d'autres crédits parce que j'ai deux, trois apparts qui se sont libérés, deux, trois apparts que j'ai rafraîchis. Donc on va dire que 2023, c'était plutôt l'entretien du parc IMO. Ouais. J'ai deux apparts exactement qui sont libérés, pas trois. Et du coup, 2024, on a fait ce qu'on appelle une doublette. Moi, j'ai acheté ma résidence principale avec ma compagne sur One, enfin, ouais, une maison à rénover. Mm. Et en parallèle, vraiment en même temps, on a signé les compromis, je crois, à un jour d'intervalle. J'ai acheté un immeuble proche d'une centrale nucléaire avec un copain associé, euh, un immeuble de 2 lots. Ce qui Ok. porte en fait la totalité, moi, de mon locatif à 8 lots. Ok. Et sur cette fameuse doublette, est-ce que tu peux connaître. Moi, j'avais fait pareil, moi, quand j'avais acheté du coup cette RP déguisée, donc qui est un appartement qui a été tout de suite mis en location, j'ai acheté un immeuble en même temps. Ok. Mon deuxième immeuble, je l'ai acheté vraiment en même temps. On a tout signé pareil, il y a quelques jours d'intervalle. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment on peut procéder en étant un petit filou comme nous? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait déjà? On nettoie ses comptes quelques mois à l'avance. Moi, là, vu que je savais que j'allais faire deux apports, j'ai mis en fait de l'épargne dans deux banques différentes. Et du coup, ça évite, si tu veux, d'avoir tout dans la même banque.
Et Mm, quand tu as tout dans la même banque et que tu vas lever des fonds pour ta résidence principale et que derrière tu fais un virement, tu sais, le dépôt de garantie par exemple, mm. pour acheter ton locatif, ça se voit. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai scindé, on va dire, mon épargne en deux, dans deux banques différentes, j'ai nettoyé les comptes. euh, et du coup, voilà comment ça s'est fait. Est-ce que tu as fait gaffe par rapport aux organismes de cautionnement, de bien Oui, passer par deux deux banques services? différentes. Ouais. Parce que en Voilà, gros, ce qu'il faut comprendre, mais je pense que tu me corrigeras et tu pourras aller plus loin dans l'explication, c'est que chaque banque a au-dessus d'elle en fait un organisme de cautionnement qui vient valider l'accord définitif et l'étude de prêt, etc. Et certaines banques sont regroupées entre elles avec le même organisme de cautionnement. c'est ça. Et Donc, t'as les encours en fait qui remontent d'une banque à l'autre. Donc ça veut dire que pour des organismes pas tout simples, un Banque Pop, Caisse d'Épargne, c'est le même groupe qui ont la hmm, même société de caution. Si du coup tu vas emprunter à la Banque Pop et que derrière tu veux aussi emprunter à la Caisse d'Épargne, si tu as une société de caution, alors on parle pas d'hypothèque ou de enfin un PPD ou hypothèque, mais si tu as une société de caution, bah, du coup tu as les encours qui remontent d'un côté ou de l'autre. hmm, Donc, on évite de prendre des banques du même groupe. Donc, c'est-à-dire Banque Pop, Caisse d'Ep, LCL, Crédit Agricole, Crédit Mut, CIC. ouais. Donc voilà, il faut savoir aussi à qui on s'adresse en fonction des projets pour pas que ça se voit en fait. C'est un peu ça l'idée. C'est exactement ça. Ok. Bon bah trop bien pour ce parcours. Aujourd'hui, t'exploites comment un peu tout ça? Tu fais quoi? Tu fais alors dans les SCI, est-ce que sur les appartes qui étaient en nu, tu les as laissés en nu? Tu fais Et quoi? ben, en fait, j'ai fait pas mal de choses. Je me suis pas mal restructuré. Je me suis entouré en fait d'un avocat fiscaliste. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'ai du coup changé de résidence principale, ma résidence principale sur Lyon, Ouais. que je suis revenu habiter sur One, j'avais la problématique, beaucoup de revenus à titre perso, dont de l'allocation courte durée. Et en fait, j'avais vu avec mon avocat fiscaliste, à partir du moment où tu dépasses 23 000 euros de revenus Airbnb, enfin de courte durée, tu passes, je sais plus la particularité si c'est LMP fiscal ou social, un des deux. Et moi, en fait, je voulais pas, pour plusieurs raisons que j'ai vues avec l'avocat. Donc, on a créé une SAS de sous-location Ok. dans laquelle du coup je me loue mes biens et dans laquelle je sous-loue des biens aussi à d'autres propriétaires. Mhm. Donc c'est ça en fait le deal pour pas se faire retoquer, c'est ça en fait, c'est de prendre d'autres biens. Donc moi j'ai une sous-loc enfin ouais, j'ai un appartement en gros que je loue en Airbnb dans cette société qui ne m'appartient pas. Ok. Donc grosso modo j'ai maintenant avec mon parc IMO j'ai 8 apparts. Sur les 8 j'en ai 5 en Airbnb plus une sous-location. Mhm. Voilà. Et Euh, toutes tes Airbnb, toi, enfin tes LCD à titre perso, sont exploités par ta société de sous-location SAS. Ouais, bah de toute façon, en titre perso, j'en ai deux Airbnb. Dans une de mes SCI, j'en ai un. Et ensuite, donc ça, je l'exploite via ma SAS, qui fait un virement à ma SCI et qui fait un virement à Romain Jury en nom propre. Et par contre, la SCI que j'ai avec mon associé, là, c'est au sein de la SCI qu'on fait de la location courte durée. Ok. SCI Alias. Et l'intérêt de... Donc là, il y avait un intérêt, on va dire, fiscal à pas exploiter à titre personnel le bien, on va dire. C'est ça. À travers la SAS, du coup, de sous-location, euh, tu te tires de la REM. Non. Je me tire pas de REM, en fait, si tu veux. Tout de suite, on va dire, mon métier fait que j'ai pas besoin de revenus. Donc, en fait, à l'époque, j'avais du cash flow à titre perso. Maintenant, ce cash flow se fait via la SAS. Et c'était surtout, cette SAS, elle a été ouverte avec une vision long terme, Hmm, dans le sens où, à terme, j'ai envie de me développer, on va dire, sur le marchand de biens. Et du coup, marchand de biens, ça se fait en société. hmm. Donc du coup, tout le cash flow que je fais, pour l'instant, il se cumule sur cette SAS, ça me fait de la trésor et ça fera mon apport pour mes premières OP de marchand. Ok. Donc on a fait ça avec cette vision, on va dire, long terme et derrière, je sais que je vais quitter la banque euh, prochainement, voilà, dans les années à venir. Et, euh, et du coup, euh, oui, du coup, voilà, vu que je vais quitter la banque derrière, l'idée c'est de soit négocier une rupture conventionnelle, soit une démission en conversion. Enfin, en gros, c'est de toucher le chômage Hmm. pour pouvoir derrière lancer mes différentes activités. Ok. Ouais, trop bien le côté, comment dire, euh, sous loc, mais à titre perso, quoi. T'as la structure indé qui te permet euh, de développer ça. Ouais. Bien pensé, je trouve.
Mais l'idée, voilà, l'idée, je le répète, parce que faut pas faire non plus ce montage à la légère. Il faut toujours se faire, enfin, toujours s'entourer de personnes compétentes. Donc moi, c'est mon avocat fiscaliste. L'idée, c'est de sous-louer d'autres biens. Donc là, pour Oui. l'instant, j'en ai un. Mhm. Mais l'idée, c'est d'en trouver d'autres pour, si tu veux, ne pas avoir que mes biens à moi dans Oui, cette sinon ça SAS. peut être requalifié alors oui, oui, enfin, un contournement fiscal, enfin, tu vois, Exactement. ouais, Et c'est pas le but. C'est pas le but. ok. Ok, sur ces LCD, on en parlait un petit peu avant. Tu me disais que toi, tu en avais notamment deux qui étaient situés, je crois que tu l'as dit tout à l'heure, à côté d'une centrale nucléaire. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous avez acheté là? C'était quoi les voyants qui vous ont fait dire vas-y, on va là? L'idée, c'est que moi, en fait, je voulais acheter en dehors de Rouen parce que du coup, j'avais la plupart de mon patrimoine immo qui était là-bas. Donc, je voulais me diversifier. Par contre, enfin, j'étais assez endetté. Et à l'inverse, moi, mon associé, lui, était pas trop endetté, même quasiment pas. Lui, il n'avait pas encore fait d'investissement locatif. Et l'idée, en fait, on voulait investir, on va dire, dans la région Rhône-Alpes, on va dire entre 1 heure et 2 heures, 2h30 maximum de chez nous. Et étant tous les deux très pris dans nos jobs, moi à l'époque, j'avais lancé pas mal de choses. Bah, j'avais lancé le podcast, j'étais dans des prépas sportives, etc. On a fait appel à un ami qui est chasseur immobilier, Hum. qui fait du clé en main lui aussi. Et en fait, c'est lui qui nous a trouvé cette pépite via, on va dire, via son réseau d'agents immobiliers. Et en fait, c'était on va dire à 1 heure de Lyon. Donc, voilà comment on a eu cette opportunité. C'est lui qui a géré, bah, c'est lui qui a négocié, qui a fait la négo, c'est lui qui a géré le chantier, il Oui, a tout géré. il a fait un clé en main Exactement. comme Donc je vais voilà un pouvoir le petit. faire aussi. Ok. Et puis après, il nous a présenté plusieurs projets et lui nous semblait, on va dire, intéressant dans le sens où déjà c'était proche d'une centrale, donc location courte durée. Alors ça marche aussi en location classique. Voilà, notre prévisionnel était fait par rapport à la location classique, mais l'idée c'était de gagner plus d'argent, donc de faire de la location courte durée. Mais surtout, c'était une ville qui est on va dire, en plein développement. Et derrière la centrale nucléaire qui est proche de ces logements, c'est en prévision. Voilà, il y a ce qu'ils appellent des EPR, deux nouvelles cheminées Les qui vont être réacteurs, construites. ouais. Et Ouais. du coup, deux nouvelles cheminées, ça veut dire quoi? Ça veut dire 8000 travailleurs supplémentaires sur je crois, que c'était 5 ou 8 prochaines années. Ok. Donc, s'il y a des travailleurs supplémentaires, ça veut dire que le marché de l'immobilier va augmenter. Et en fait, on l'a fait dans cette optique-là. Ok. Optique augmentation, enfin voilà, potentielle plus-value sur le bien. Ok. Ouais, ouais, toujours aussi bien voir la suite, on va dire, démographique et les projets relatifs aux différentes villes ou départements, parce que c'est clair que quand tu mets tes billes à un endroit, à un instant T, mais que tu as des belles prévisions, en fait, ton bien, outre le cash flow que tu as à l'instant T, ton bien, il va peut-être prendre 10, 15, 20, 30% en l'espace de quelques années. Donc, C'est ça. et ça permet d'accélérer quand même très fort. La particularité de ces appartes-là, notamment un, tu me disais qu'il y en a un, c'est une typologie T5, tu vois, souvent on se dit location courte durée, bah, des petits produits, les studios, des T2. Toi, tu as pris le parti de prendre une grande surface justement pour cette exploitation-là. C'est quoi un peu ton taux de remplissage? Ça tourne tout le temps? Et ben alors ton taux de remplissage, tu vois, pour qu'on le fasse en direct, sur le mois de juin, alors en fait, on était parti à la base, on voulait faire de la colocation avec ce Ouais. logement, sauf que quand on a mis les annonces, on est tombé sur le mois de mai. Et le mois de mai, en fait, c'était pas forcément la bonne période parce que cette année, il y avait pas mal de ponts qui tombaient en semaine. Donc on a dit, ben, on va le mettre en courte durée. Et puis on verra plus tard pour le remettre en En coloc. Et en coloc, fait, ouais. vu comment ça tourne en LCD, bah, on s'est dit on va le laisser tout de suite en LCD. Là, tu vois, pour le mois de juin, on était à 20 nuits. Donc tu vois, c'est pas exceptionnel pour de la LCD, même pas du tout, parce que moi je suis plus, on va dire, sur 25-30 nuits. Mais par contre, en CA net, tu vois, hors ménage, on était sur du 1500. Donc on est par rapport à un loyer classique, là on est sur du x2, tu vois, en démarrage, Ouais, donc c'est beau. c'est quand même très très joli. Ouais. Ok. Ouais, trop bien. Trop bien, trop bien. Est-ce que tu as mis en place tu vois, quels seraient les tips que tu peux donner, toi, sur de l'exploitation LCD sur des grands logements? Parce que du coup, tu as pas mal, enfin,
Du coup, tu as différentes têtes à l'intérieur. Est-ce que tu prévois comment dire, des espaces, enfin, j'imagine des chambres privatives, mais est-ce que Hmm. chaque personne peut sécuriser un peu ses affaires, quoi? Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'on a fait, parce qu'initialement, ça devait être de la colocation, et vu qu'on n'habitait pas forcément tout près, on s'était dit on va mettre des boîtiers à clés, un boîtier à clés par chambre, sachant que chaque chambre est verrouillée du coup par une porte. Donc on a fait mettre un verrou. Et derrière, ce qu'on a fait là pour l'exploitation en courte durée, c'est qu'il y a 4 boîtiers à clés à l'entrée. Et généralement, c'est les travailleurs qui viennent en semaine, après des familles le week-end, mais c'est les travailleurs en semaine. Chacun prend sa clé dans son boîtier. Donc il y a la clé de la porte d'entrée plus la clé de sa chambre. Et derrière, ça permet au travailleur voilà, qui vient, parce que là, il vient avec ses collègues, il vient pas forcément avec des amis ou la famille, ou même des fois avec des gens qui ne connaît pas. Ça lui permet en fait de sécuriser en fait toutes ses affaires dans sa chambre. Et ça, on va dire que c'est quand même un gros point fort en LCD sur des grandes surfaces. Ok. Oui, bah moi, c'est ce que je faisais aussi à l'époque sur les colocations. Je venais en effet installer des verrous, histoire que chacun conserve sa petite intimité, comme on dit. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis ça peut pas être une petite clé classique parce que du coup, une clé classique de chambre, si tu as une clé, tu peux aller ouvrir la clé Du de voisin. l'autre colocataire, Ouais, etc. Donc là, on a fait poser des verrous. Alors c'est pas donné, hein, c'est 100 euros, je crois. On ouais, a payé 80 ou 100 euros par porte. ouais, Donc ouais. au moins, chaque chambre est sécurisée. Donc c'est ce Ouais, qu'il faut, tu vois. ça fait partie des petits tips, mais qu'il faut mettre en place quand tu as des logements de grande taille avec différentes chambres. Je pense que c'est quasiment indispensable. Ok, très clair. Et là, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à savoir le montant global des loyers générés à l'année sur tous tes doses? Sur juste l'immeuble ou sur. Non, Tout sur ton tout. parc. Ouais. Tout mon parc, et ben ça tombe bien, j'ai refait ma fiche patrimoniale il n'y a pas très longtemps. Donc, je suis à peu près avec mon cash flow des LCD, je dois être. Alors attends, il y a mon salaire dedans, je vais Mais, calculer. Donc, même montant, enfin, fait sans parler forcément cash flow, mais montant de loyer annuel, tu vois. ouais, ok. Je suis Pour donner à des peu grandes près lignes. quasi, ouais, je dois être entre 6 et 7 000 euros ouais, non, peut-être plus proche des 7 000. Plus proche des 7 000 euros par mois de revenus locatifs, ouais. 6 500, 7 000. Ouais, c'est beau. C'est Au beau, c'est beau. travers du coup, au travers du Ouais. nom propre, au travers des SCI et au travers de la SAS qui fait du Airbnb. Ok. Ah, c'est bien, ça commence à être des chiffres qui causent et c'est que le début en plus, c'est ça qui est beau C'est quand on vit. ça. Et puis, on en a parlé aussi dans mon podcast, mais du coup, là, je fais à peu près voilà, 6 500, 7 000 euros de revenus locatifs par mois. Mais derrière, on ne parle pas souvent, c'est l'enrichissement caché. Parce que du coup, Ouais. j'amortis aussi du capital. Et ça, je l'ai calculé aussi. Je suis, pour ce qui me concerne moi, à 50% sur ma résidence principale et à 50% sur mon locatif que j'ai avec mon associé et mes apparts à moi, je crois que je suis à 26 000 euros d'amortissement de capital par an. Donc ça, 26 000 euros, c'est on va dire, l'enrichissement que j'ai chaque année Ouais. sur mes biens. Ouais, ça c'est ce que j'appelle moi l'épargne invisible et c'est vrai que encore une fois c'est le genre de truc on n'en parle pas mais l'immobilier c'est du temps, l'immobilier c'est une vision long terme et c'est C'est vrai que ça. quand on adopte ce postulat, tu vois moi je crois que là sur la partie capitalisation, attends j'ai un tableau aussi, je crois que je suis quasiment à 50 000 € l'année, un truc comme ça. C'est incroyable En ça. fait, c'est ouf de se dire que bah, tous les mois, en fait, si tu refais ça, 50 000 divisé par 12, ouais, ça fait quasiment 4 000 euros, 4 000 euros Par mois. de création de richesse, quoi. C'est ça. Donc ouais, ça vend pas du rêve, hein, parce que c'est du temps. Mais par contre, une fois que la machine elle est lancée, c'est juste incroyable, quoi. Donc, Puis ça te permet derrière, soit d'aller voilà, au bout de tes prêts. Donc si tu as fait des prêts sur 15 ou 20 ans, voilà, tu toucheras en fait tes loyers nets, tu n'auras pas de crédit hmm. derrière. Soit sinon, en cours de route, de faire ce qu'on appelle des arbitrages et du coup de revendre un ou deux biens, récupérer le cash, en faire ce que tu veux, ou alors repartir sur l'investissement, solder d'autres crédits. Enfin, en gros, ça te permet de faire pas mal de choses, on va Bah, dire cet c'est amortissement. clair. Je sais pas si ça peut être intéressant de parler de ça. Est-ce que tu t'es dit, toi, à chaque bien que j'achète, je lui mets soit une fonction, soit une date de péremption, tu vois? Pour donner un exemple, ce fameux appartement qu'on avait acheté sous le crédit résidence principale, on va dire. Je me suis toujours dit,
Cet appart-là, je le garde, allez, il est en nu, lui, donc je le garde 6 ans, quoi, 6 7 ans max. Quand je le vends, j'avais estimé au moment de la revente, si je revends au même prix qui m'est revenu, donc 225 000 euros celui-là, avec l'amortissement, je dois prendre entre 40, aux alentours des 40 000, tu vois. Et je m'étais dit, cet appart-là, je le revendrai à cette date parce que ça me payera. Moi, je rêve de faire un tour du monde. Ça me paiera peut-être le tour du monde ou tu vois, au final, tu te dis, bah ouais, enfin, ça Bah, permet en fait de. Moi, j'aime bien mettre des rôles en fait, tu vois, des rôles ouais, bah, à des appartes. au début, si tu veux, moi, tous les apparts que j'ai achetés pour moi, ou en SCI avec mon papa, donc grosso modo pour moi, c'était vraiment, on va dire, une vision long terme. Je ne me voyais pas les vendre. Enfin, et Ouais. là, on va dire à l'instant T, je me vois toujours pas les vendre. Par contre, celui que j'ai fait, enfin, les biens que j'ai fait avec mon associé, il y a quand même la vision, on va dire, 8 ans ou 5 10 ans, tu vois, où, on va dire, à partir de cette période-là, on va commencer à se poser des questions, voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on vend? Oui. Si on vend, est-ce qu'on refait de l'investissement derrière? Est-ce que chacun récupère son cash? Ça, je ne sais pas encore. Mais du coup, avec tout ça et avec ce que je veux faire après, notamment du marchand, ça commence à me trotter en tête, on va dire, sur mes apparts du coup, que j'avais achetés sur du très très long terme, mes apparts, moi, perso. Et pour le moment, je me vois pas les vendre, mais j'écarte pas, on va dire, la possibilité, parce que ça peut faire soit Faire un des bel tremplins, apport, voilà, ça peut ouais. faire soit un apport pour du marchand, ou soit derrière, ça j'y ai déjà pensé, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours acheté on va dire, de l'ancien. Du coup, de l'ancien rénové, mais voilà, c'était entre guillemets, de la petite réno, hormis l'immeuble que j'ai acheté avec mon associé, là, on a tout refait de A à Z. Mais j'écarte pas la possibilité de revendre les biens que j'ai pour en racheter d'autres, on va dire, enfin neufs, soit repartir vraiment sur une réno globale où je refais tout. Vraiment, je repars sur un logement qui est tout neuf, tout beau. Ou alors, pourquoi pas, j'écarte pas la possibilité peut-être de la construction de maisons individuelles. Ok. C'est quelque chose que j'ai en tête, peut-être un jour, on verra. J'ai pas mal de clients qui font ça et c'est vrai que bah, du coup, tu vois, là, tu fais construire des maisons, elles sont neuves, la déco est plutôt neuve, les matériaux, etc., c'est neuf. Donc, tu sais que tu es déjà bon quand tu achètes ça enfin, que tu fais construire ça pour déjà une dizaine d'années, on va dire, tu vois. Ouais, c'est clair. Ah ouais, Donc, et ce serait un truc que tu ferais en résidence principale ou dans un but d'achat-revente? les deux. Tu vois, là, la RP qu'on a achetée, on ne s'est pas fixé de durée, mais on sait qu'on n'y restera pas toute notre vie. Parce que derrière, potentiellement, ma compagne plutôt, c'est plus ma compagne, aimerait faire construire, ou en tout cas avoir une maison quasi toute neuve. Et moi, par contre, en locatif, c'est quelque chose que j'écarte pas parce que je me dis, voilà, si la maison est neuve, derrière, bah, t'es moins dans tes logements. Voilà. Ah oui, oui, C'est vrai que quand tu achètes de l'ancien, bah, j'ai déjà eu des cumulus qui pètent, j'ai déjà eu des chaudières en rade, en fait, j'ai eu tout ce qu'un investisseur Hmm. qui fait de l'investissement dans l'ancien peut avoir et que j'ai encore, hein. Il y a toujours des problèmes un peu à droite à gauche. Donc l'idée, ce serait on va dire, petit à petit de me séparer, on va dire, peut-être Enlever de la charge mentale liée à la rénovation. Voilà. Ouais, ouais, je comprends. Et puis on verra où j'en serai. Là, c'est vrai que pour l'instant, je fais de la location courte durée sur 6 logements quand on a sous-loc. Donc j'écarte pas la possibilité de ne plus en faire dans les années à venir. On verra où le vent nous mène. Ok, ça marche. On va basculer gentiment sur la partie banque. Euh, donc tu nous as dit que ça fait un moment hein, que tu travaillais là-dedans, tu as fait différents postes. Aujourd'hui là, tu es sur un poste plus professionnel moyen compte, enfin je sais pas comment ça se dit, mais enfin, Mm. tu vois, avec une certaine typologie d'entreprise. Si on en revient à nos primos investisseurs, primos accédants, ou du moins personnes qui sont dans la phase de démarrage, on va essayer de scinder en deux, on va essayer de voir euh, les bons conseils, on va dire, d'une manière générale, quel comportement à avoir, comment on fait pour décrocher un financement, et peut-être après la partie profil un peu plus avancé, intermédiaire ou avancé, et comment on fait pour accélérer. Ouais. Mais déjà, si on démarre sur la personne qui nous écoute, là, qui a peut-être pas encore de bien locatif ou qu'on a bien un ou deux, euh, c'est quoi aujourd'hui les secrets ou les grandes règles pour avoir son crédit?
Première chose, la gestion saine des comptes. En fait, on en parlait en tout début avec le scoring bancaire. Hmm. Si tes comptes ne sont pas propres, voilà, que tu n'as pas une gestion, on va dire, exceptionnelle de tes comptes, tu peux pas emprunter. Donc, je dirais, premièrement, c'est déjà avoir un bon comportement bancaire, c'est-à-dire, voilà, pas dépenser dans tout et n'importe quoi. Derrière, épargner, en fait, montrer à la banque que tu sais épargner. Et que derrière, si jamais, je sais pas, hein, tu pars sur du locatif et que tu as besoin de renflouer les comptes parce que tu as des travaux, etc. Vu que tu es capable d'épargner, bah, derrière, tu seras capable potentiellement d'investir des ronds dans ton logement. Donc, ouais, gestion saine des comptes. Et puis derrière, surtout, c'est, on va dire, entre guillemets, se professionnaliser, même si c'est à titre perso, se professionnaliser, dans le sens où pas se pointer à la banque en touriste. Tu vois, je dis ça, enfin, je rigole à moitié, mais en fait, c'est typiquement 60-70% des clients que j'ai eus tout au long de ma carrière qui se pointent, en fait, ils n'ont pas de documents. Donc, tu vois, tu leur dis, bah, très bien, vous voulez emprunter pour acheter une maison, tu vois, à 600 000 balles. Est-ce que vous m'avez amené votre bulletin de salaire, votre avis d'impôt, vos quittances de loyer, etc. Ah bah non, mais nous, on veut juste notre emprunt. Donc, j'aurais tendance à dire se professionnaliser et en fait venir avec tous les documents nécessaires d'une traite, en fait, qu'on n'ait pas derrière à redemander d'autres éléments. Pourquoi? Parce que en banque, on a des journées qui sont plutôt chargées. On fait énormément de multitâches. Donc du coup, si on voit qu'on bloque sur un dossier parce que je sais pas, il nous manque une fiche de paye ou il nous manque un avis d'impôt, ben, on va passer sur autre chose. Et en fait, le dossier il passe sous la pile et derrière, tu as beau Hmm. demander les documents au client, même s'il te les renvoie, je sais pas, dans la demi-heure, bah, tu seras peut-être passé à autre chose et derrière, tu auras d'autres priorités, tu auras d'autres urgences à gérer. Donc Ok. j'aurais tendance à dire déjà se professionnaliser à ce niveau-là, ou à l'avenir avec des bons documents, venir avec un bon dossier bancaire où il y a toutes les infos, voilà, tes revenus, tes charges, que ce soit tes crédits immobiliers, que ce soit tes crédits conso, voiture, etc. Et qu'on sache aussi tout ce que tu as comme épargne, comme financier de côté. Et sur la partie épargne ou placement, on va dire, est-ce que est-ce qu'il y a des grandes lignes, tu vois, je dis n'importe quoi, tu vas faire un projet, enfin, où tu vises un projet qui va faire 1500 euros de rentrée locative, est-ce que vous avez besoin d'avoir sur des comptes 6 mois de loyer en- au cas où, tu vois, il y a des impayés ou autres, est-ce qu'il y a des grands trucs comme ça? C'est pas forcément 6 mois de loyer, mais tu vois, on va demander à ce que tu aies une épargne qui soit en cohérence avec le montant que tu vas lui demander ou le montant, on va dire, global de ton patrimoine. Tu vois, je sais pas si au total, tu as, je sais pas, 1 million, on va dire, 1 million de patrimoine brut en IMO et que derrière, tu as 2000 euros de côté, il y a quand même un pépin dans le sens où si jamais demain, tu as un appart qui est saccagé ou qui est pas loué, ça risque d'être compliqué pour toi. Donc en fait, on ne demande pas voilà, 6 mois de loyer, mais on demande quelque chose qui soit cohérent avec la valeur du bien. Si tu viens nous demander 300 000 euros pour acheter un immeuble, donc, et qu'il y a des rénovations, etc., déjà, on va te conseiller de toujours mettre 10-15% de plus sur l'enveloppe travaux Hmm. si jamais il y a des dépassements. Et derrière, eh ben, faut pas que tu sois à sec en termes d'épargne. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'épargne. Donc, si c'est, je sais pas, 300 000 euros, j'aurais tendance à dire peut-être faut que tu aies au moins 15 000 balles, tu vois. Ok. En plus de l'apport que tu vas En plus donner. de l'apport, ouais, c'est Ouais, voilà, ça. c'est ça. Ok. C'est, on va dire, 5% à peu près. 5-10%. Quel est toi la transition est toute trouvée sur la partie apport, tu vois, il y a beaucoup aujourd'hui, je trouve, de débutants qui rechignent à mettre de l'apport parce que on leur dit qu'il faut pas mettre d'apport et que voilà. Moi, c'est le genre de truc qui me casse, qui me casse la tête à chaque fois que j'entends ça. Oui, il y a eu une période, enfin, toi, quand tu as démarré comme moi, on a démarré dans les mêmes années. Euh, Moi, j'ai jamais mis d'apport, sauf sur ma RP où j'étais obligé pour un point de vue fiscal. Autrement, sur du mes locatif, j'ai jamais mis d'apport. Tant mieux, tu vois, c'est une chance aujourd'hui. Mais demain, je dois refaire un loc et on me demande 10%, 15% d'apport. Ben en fait, je suis OK parce que au final, on va me prêter beaucoup plus, tu vois, je suis beaucoup plus gagnant. Euh, c'est quoi, toi, ton point de vue vis-à-vis de l'apport? Quand est-ce que vous le demandez? Est-ce que c'est systématique? C'est quoi le point de vue? On va dire que c'est pas systématique, mais par contre, qui dit ne pas mettre d'apport, ça veut dire qu'il faut quand même que tu aies de l'épargne de côté. Ça revient en fait à ce qu'on disait, avoir une épargne de sécurité. Et ce qui s'est beaucoup fait, allez, on va dire, quand il y avait la méthode du différentiel, Différentiel, ouais, ouais. voilà, là, il y a plein de gens qui empruntaient, qui n'avaient pas un péco de côté, qui n'avaient pas un pet d'épargne et qui levaient 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000 et même plus, tu vois. Donc ça, il y a eu
quelques dossiers qui ont pété, et du coup, c'est ce qui fait que la banque maintenant a tendance à demander de l'apport, enfin, c'est pas systématique, mais souvent on demande de l'apport. On demande à ce que tu apportes au moins les frais, c'est-à-dire donc les frais de notaire, les frais de dossier de la banque et les frais de garantie. Et derrière, en fonction du bien que tu achètes, on peut demander des fonds supplémentaires. Généralement, on vient demander à peu près 10% sur un dossier particulier. Et sur le professionnel, vu qu'on prend entre guillemets un peu plus de risques, on vient demander 20%. C'est-à-dire que si tu investis Ok, par exemple dans toi, si tu es patron et que tu achètes tes locaux professionnels ou que tu achètes du locatif professionnel, là, généralement, on va demander 20% d'apport. ok. On parlera après de cet Et aspect pro, vie voilà, professionnelle. ça, mais du coup, l'apport n'est pas systématique. Et moi, j'ai des clients encore hein, à l'heure actuelle qui ne mettent pas d'apport, mais par contre, derrière, il y a de l'épargne de côté. C'est surtout ça qui est important. Moi, tu vois, les deux dossiers que j'ai fait l'année dernière, à titre perso, j'ai levé à peu près 500 000 balles, un peu plus de 500 000 balles. Ma résidence principale, j'ai pas mis un pet d'apport. Mais c'était justifié dans le sens où c'était une anomalie de marché. Donc en fait, en ajoutant les frais de notaire, les frais de dossier de la banque et les frais de garantie, plus le prix du bien, c'est même pas le prix que la maison vaut à l'heure actuelle. Donc moi, je me Mhm. suis dit, c'est pas déconnant, mais par contre, derrière, j'avais de l'épargne de côté. Et c'est ce qui a fait que la société de caution a donné son accord, parce que j'avais de l'épargne. Et c'est ce qui a fait aussi que la banque a donné son accord. Et par contre, sur le locatif, on a mis, je crois, peut-être 7 ou 8%. Je crois qu'on n'a même pas mis la totalité des frais de notaire. Ok. Ouais, donc c'est important, tu vois. Pareil, je sais pas si tu as des questions toi sur les réseaux, mais moi j'en ai plusieurs qui me. Des fois, tu as, une question, ouais, je veux faire de l'immobilier, machin, mais j'ai pas d'épargne. Tu vois. Ben, moi, ce que je leur dis, je dis, commence déjà par en avoir, parce que tu pourras jamais être éligible à un prêt si t'as pas 1 euro de côté, tu vois. Si t'as pas 1000 balles, 5000, enfin 5000, tu vois, c'est même un minimum. En fait, il y a un moment, jamais la banque, ou alors tu le fais en association, tu vois, c'est ce que je dis. Tu prends un associé qui va être beaucoup plus finançable que toi, qui va lui faire le côté bankable, justement. C'est ça. Mais si t'as pas d'argent à l'instant, c'est que c'est pas le moment pour toi, quoi. Et donc dans ce cas-là, travaille, mets de côté ou alors épargne davantage que ce que tu es capable d'épargner. Et puis voilà, hein. Puis partir aussi, j'aurais tendance à dire, si c'est des personnes qui débutent, partir. Alors après, ça reste mon avis perso, mais partir sur on va dire, des petits projets. Tu vois, moi, j'avais acheté ma résidence principale et derrière, pour me faire la main, j'ai acheté un petit T2 à 40 000 balles. Donc pour moi, c'est plus cohérent. Déjà, toi, en tant qu'investisseur, et plus cohérent au niveau de la banque, en disant, bah, je démarre un petit projet, plutôt que de partir direct sur du projet immeuble, 10 ou 15 logements à 5 ou 700 000 euros, encore plus si derrière, tu n'as pas d'épargne de côté. Mm. Ouais, c'est important de calibrer son projet en fonction je trouve, de ses compétences du moment, tu vois. C'est ça. Ça, c'est pareil, c'est vraiment un bon conseil parce que le problème d'aujourd'hui, c'est qu'on est matraqué par diverses réussites, etc., ou statuts de certaines personnes, ou investisseurs, et on se dit, ouais, jamais j'atteindrai leur niveau ou autre. Mais en fait, il faut juste se dire que tout le monde a démarré petit, et qu'en fait, c'est juste le temps, l'expérience et les années qui font la différence. Mais ça sert à rien de commencer trop gros et de se planter. Tu vois, on en parlait la semaine dernière. Moi, mon premier projet qu'on a fait avec ma femme, on est passé à pas loin de la catastrophe avec notre histoire de la toiture. Donc Mm. ça s'est bien terminé parce qu'au final, j'avais prévu plus dans mes travaux que ce que voilà. Mais j'ai grillé cette cartouche au début et ça aurait pu être dramatique. Donc donc ouais, toujours bien calibrer un projet en fonction de ses compétences quoi, on va dire. Ses Alors compétences et puis de ses moyens aussi un petit ouais, peu avec ses moyens, ouais, au ouais, départ, hein. carrément. Ok, bon bah trop bien pour ces grandes lignes là sur la partie crédit, on va dire à titre perso, surtout quand on démarre. Donc ne rechignez pas à mettre un peu d'apport si on vous en demande, hein. Aujourd'hui, ça doit pas être un frein. Et si vous ne, si vous, en fait, si psychologiquement vous n'êtes pas ok avec le fait de mettre de l'apport, moi c'est ce que je leur dis, c'est que t'es pas prêt à investir dans l'immobilier, t'es pas prêt à investir en toi. Et en fait, déjà là, tu fais du tri. Ah oui, mais moi mon argent, je voulais le mettre ailleurs, machin. Bon bah en fait, si t'es pas ok avec la règle, bah écoute, C'est ça. démerde-toi. Mais il y a un moment, faut aussi composer avec les règles qu'on te donne, quoi. Donc Puis surtout avec on va dire les établissements bancaires à l'heure actuelle où ça a quand même été, on va dire les vannes ont été très très ouvertes là sur les dernières années. Et ouais. là, avec la remontée des taux, avec tout ce qui se passe au niveau géopolitique, etc., c'est quand même plus frileux. Enfin, le domaine bancaire est quand même plus frileux. Donc, on va dire le but d'une banque,
C'est de prêter, mais en fait, c'est de prêter avec le moins de risques possible. Ouais. Donc derrière, il faut venir rassurer la banque avec tous ces indicateurs-là. Ouais. Et tu vois, c'est pareil, le fait de mettre de l'apport, bah, ça te permet de te désendetter un peu. Enfin, tu baisses ton taux d'endettement Ouais, parce que tu c'est empruntes ça. moins. Donc en fait, tu as aussi une mécanique à comprendre de se dire, OK, si je mets 10 000 balles là sur mon projet à 100 000, bah, en fait, je vais pas basculer au-delà du taux d'endettement maximal, etc. Donc, il faut vraiment considérer tout ça. Ça doit pas être un frein hein, si on vous demande de l'apport. C'est au contraire, c'est à la limite, bah, le banquier il est OK, il me fait confiance. Bon, bah voilà, la contrepartie, bon, bah j'accepte et si je suis pas OK, bah écoute, je passe mon tour et puis voilà. C'est ça. Est-ce que tu as on parle souvent des règles du HTSF là par rapport justement à ce taux d'endettement. Ce serait quoi toi tes meilleurs tips pour être justement dans cette dérogation bancaire Oui, sur alors. lesquelles vous avez le droit de Et faire quoi? ben voilà, pour faire simple, enfin, l'endettement théorique, c'est 35%. Hmm, C'est-à-dire que au-delà de ce seuil-là, on n'est pas censé prêter, mais on le fait. On arrive à déroger à peu près 20% de dossiers. Et pour ces dossiers-là, bah, la plupart du temps, c'est pour de la résidence principale. hmm, Et pour les locatifs pour lesquels on arrive à déroger, derrière nous, vu qu'on a pas mal de contraintes réglementaires, que si jamais tu vois, on a des contrôles, il faut que ce soit justifié. Donc j'aurais tendance à dire, si tu veux dépasser ces 35% d'endettement sans passer par la société, il faut que du coup tu sois intéressant auprès de ta banque. Et pour être intéressant auprès de ta banque, eh ben, il faut être prêt à, entre guillemets, avoir des contreparties, travailler avec elle. Donc ça peut être travailler avec elle sur l'épargne, ça peut être travailler avec elle sur l'assurance, assurance prévoyance qui du coup sont des gros facteurs de développement de PNB au sein d'une banque. Donc j'ai envie de te dire, l'assurance prévoyance, voilà, faut jouer le jeu. Derrière, au-delà de l'épargne classique, ça peut être de l'épargne financière, tu vois, des PEA, de l'assurance vie, avec des unités de compte dessus. Et puis après, ça, c'est si tu es client perso et si tu es client professionnel, que tu as une société, bah, le deal aussi, ça va être de ramener bah, tes comptes pro, hmm. parce que ça rapporte plus à une banque que des comptes particuliers. Donc voilà, ramener les comptes pro, jouer le jeu, pareil au niveau des assurances, jouer le jeu au niveau de l'épargne. Voilà, épargne salariale, ça c'est quelque chose dont les banques sont très friands en ce moment. C'est un gros sujet parce que ça génère beaucoup de PNB et aussi au niveau réglementaire, les sociétés doivent mettre en place certains systèmes. Donc voilà, il y a eu une fenêtre à ce niveau-là. Donc si vous êtes client professionnel, jouez le jeu sur l'épargne salariale. Ça peut être Alors ce que tu appelles épargne salariale, c'est quoi? PE, PERCO, plan épargne Ok, entreprise, ok, et voilà, plan d'épargne retraite collectif. ok. Euh, si on prend un peu la vision euh, on va dire chef d'entreprise ou du moins structuration en société. Je vais pas forcément parler chef d'entreprise parce que je pense que tu peux être salarié et avoir une vision et une structuration en société, avec holding ou pas d'ailleurs, peu importe. C'est pareil, la holding, c'est un vaste sujet. C'est pas fait, enfin, je pense que c'est pas fait pour tout le monde et tout le monde n'en a pas besoin, loin de là. Euh, et tu vois, moi, je suis en relation avec un courtier parce que bah, pour mes clients hein, que je vais accompagner, et puis même pour moi à titre perso où je vais me redévelopper là sur du marchand. Pour l'instant, le marchand, on a tout fait à titre perso, donc il faut qu'on trouve des partenaires banquiers pour se structurer et aller plus vite. Mais sur du locatif, tu vois, moi qui suis au taquet de chez taquet de ce que j'ai pu faire avec ma femme en termes de taux d'endettement, tout ça, machin. Euh, il me dit, bah, j'aimerais bien que tu me confirmes ça ou que tu me donnes ton point de vue. Euh, c'est simple, Jérôme, si demain tu trouves un projet rentable, encore une fois, il faut que les chiffres parlent, mais bon, vu que c'est mon métier, mon expertise, c'est pas trop compliqué, euh, et que donc ton projet il tient la route en termes de chiffres, on peut le faire financer via un prêt professionnel. Donc, et si tu mets l'apport demandé, à savoir les 20% dont tu parlais tout à l'heure, on est quasi, enfin, grosso modo, ça passe, quoi. Est-ce que tu confirmes un peu cette vision? Ça passe, mais pas forcément enfin pas dans tous les établissements. Parce Ok. qu'il y a certains établissements où typiquement tu fais de la SCI ou de la SAS. Théoriquement, c'est une société. Les banques font quand même le rapport avec le volet perso. Donc, elles vont Ouais. regarder tout ce que tu as en revenu locatif, tout ce que tu as en charge de crédit pour ton locatif, ta résidence principale. Et si elle estime que tu es au-dessus des 35%, elle pourra dire bah non, je ne te prête pas. Parce qu'en fait, la contrainte du HCSF des 35%, elle concerne pour l'instant que les particuliers. C'est Mm. obligatoire que pour les particuliers. Pour les sociétés, c'est une préconisation.
Donc c'est un conseil. Les banques sont tenues ou pas tenues de le faire. Et il y a des établissements, typiquement comme le mien, je bosse à la Caisse d'épargne, ou enfin ma caisse régionale en tout cas, hein, moi je travaille en Loire-d'Ardèche, où typiquement SCI, SAS, c'est pas, on va dire, un objet magique pour pouvoir emprunter. Par contre, il y a Ok. des établissements euh, dans lesquels, on va dire, c'est un peu plus simple, notamment le CIC Crédit Mutuel pour avoir travaillé au Crédit Mutuel justement, où là, la société, on contourne clairement les 35% du HCSF. Et là, encore une fois, on le fait pour les clients déjà avec lesquels on travaille. Voilà, ça va être compliqué de faire ça avec des prospects ou alors il faut que derrière, il y ait Ah, ok. Ouais, des comptes pro ou une grosse contrepartie, voilà, c'est ça. ouais. Mais on va le faire pour nos clients. On va regarder donc déjà comment ils travaillent avec nous, l'épargne, assurance, prévoyance, etc. On va regarder derrière tout ce qu'ils ont en termes d'épargne. Tu vois, on en parlait au début, on en a reparlé au milieu et je reparle encore maintenant, c'est quand même quelque chose qui est important. Euh, voilà, si tu as une surface financière qui est assez importante, derrière, voilà, ça facilite, on va dire, l'obtention du prêt via la SCI ou la SAS. Mais Ok. grosso modo, si j'ai déjà eu le cas, hein, des clients qui se présentent, il n'y a pas d'apport, pas d'épargne, ils sont taqués de l'endettement sur l'ARP, en plus juste l'ARP, il n'y a même pas de locatif, ils sont à 35%, ils sont comme ça. Derrière, ils me disent, bah, on a entendu qu'on pouvait emprunter en SCI ou en SAS, peu importe, pour acheter du locatif parce qu'il n'y a pas d'endettement. Oui, mais en fait, derrière, t'as pas des très gros revenus, tu es endetté au taquet, t'as pas d'épargne, tu mets pas d'apport. Donc non, en fait, ton prêt, il est C'est pas refusé magique. et c'est Ouais, pas ouais. magique, voilà. Ouais. Donc on va dire, ça va être un facilitateur si derrière, tu fais les choses bien. Ok. Toi, pourquoi avoir monté une SAS plutôt qu'une SCI sur ton projet près de la centrale? Là, j'ai noté ça tout à l'heure. Non, la centrale, c'était une SCI. Moi, ma SAS, c'est juste ma SAS de sous-location et Ah, ok. sinon j'ai deux SCI. Ok. J'ai une SAS de sous-loc et deux SCI à l'IS. Ok. Alors, j'avais une autre question sur la SCI LIS avec ton papa, Ouais. du coup, relatif à la répartition des parts 99 versus 1%. Donc, il faut savoir qu'en SCI, en effet, on peut pas faire une SCI, enfin, il faut être deux, quoi, deux minimum. Est-ce que tu as il y a des quotas, comment dire, de répartition, typiquement 90-10, 80-20, en dessous duquel la part de l'associé minoritaire n'est pas regardée par la banque ou n'est pas vraiment important? Il y a des établissements qui peuvent te dire on prête, mais par contre, typiquement, moi à l'époque, on m'avait dit on peut vous prêter, mais par contre, faut que votre papa il ait au moins 40 ou 50% des parts. Ouais. Mais après, à mon sens, c'est pas cohérent dans le sens où, dans tous les cas, SCI, il est solidaire bah, vis-à-vis tu sais, du capital qu'il met, mais derrière, s'il y a un pépin sur le remboursement du prêt, on peut aussi bien aller chercher des fonds chez moi que chez mon papa. Donc, pour moi, c'est pas cohérent la répartition des parts. Et derrière, tu peux mettre 1% à quelqu'un, mais par exemple, mettre en place ce qu'on appelle une caution personnelle sur la personne qui a 1% des parts. Donc, Mhm. ça n'empêche pas. À mon sens, Ok. ça n'empêche pas. Mais certains établissements, dont la Banque Pop à l'époque, m'avaient fait la remarque sur la répartition des parts. Et par contre, c'est le CIC qui m'a suivi pour ce projet-là. Il n'y avait aucun sujet. En fait, il comprenait que j'avais mis 1% à mon papa parce qu'une SCI, on ne peut pas être tout seul. Mhm. Ça, je lui avais expliqué. Et du coup, c'était cohérent dans le sens où moi, mes parents n'étaient pas endettés, leur RP était payé. Donc, ça m'a permis, entre guillemets, de profiter de leur capacité d'emprunt, tout en n'ayant mis que 1% à mon papa. Ok. Ouais, ouais, non, mais ça peut être, voilà, des fois on se dit avec qui je peux m'associer, mais c'est vrai qu'on, autour de nous, on peut avoir frères, sœurs, qui n'ont pas forcément, parents, qui n'ont pas forcément cette ambition de se développer, mais qui, voilà, des fois on peut les embarquer sur un projet, on leur met des petites parts, nous, ça nous permet aussi d'avancer, et puis tout le monde est content, quoi, donc, C'est ça. Et puis, pourquoi 1% aussi? Enfin, on me l'a déjà demandé, que ce soit sur Insta, que ce soit sur le podcast. Pourquoi 1% à l'époque? Toujours pareil, j'étais entouré à l'époque de ma notaire, donc toujours des conseils, avocat ou notaire, peu importe. Et du coup, nous, on est trois enfants. Et si en fait je mettais plus de parts à mon papa et qu'il arrivait quelque chose, derrière, on va dire au niveau successoral, il aurait fallu que je ah ouais, rachète ça des aurait été la parts merde. à mes frères et sœurs, etc. Enfin, c'est une usine à gaz, donc là, on a mis 1%, on s'est pas pris la tête. Ok. Ah ouais, ouais, intéressant sur l'aspect successoral, parce que ça peut vite être des usines à gaz. Euh,
Ok, bah écoute, moi j'ai fait un peu le tour des questions. Là, je regarde tout ce que je m'étais noté. Est-ce que toi, tu as des choses que tu aimerais préciser sur l'aspect bancaire? Euh, Qu'est-ce que j'aimerais préciser? Je le disais, il faut se professionnaliser. Pourquoi? Parce que on n'en a pas parlé, mais si tu veux, on va dire la journée type d'un banquier, je peux te le faire en deux-deux, mais on a quand même des journées qui sont assez chargées. Si tu veux, Contrairement aux idées reçues. voilà, c'est ça. On boit pas du café toute la journée. Non, non, mais on a quand même des journées qui sont assez chargées, notamment au niveau, bah, déjà au niveau de tout ce qui est réglementaire. Alors voilà, on a beaucoup de choses à faire. On se fait bouffer par C'est très le procédurier en fait. très, Que très des procédurier. procédures, Voilà. paperasse, enfin, voilà, ouais, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, paperasse réglementaire. Après, derrière les rendez-vous clients. Derrière, tout ce qui va être la gestion des mails. Parce que maintenant, il y a énormément de mails. La gestion aussi du téléphone. Parce qu'on a des objectifs de taux de décrochage. Les formations aussi réglementaires. Parce que chaque année, on doit faire un quota de formation. Si on l'a pas fait, la banque peut avoir des amendes. Donc, quand on les fait pas, et moi, ça a été mon cas l'année dernière, j'ai pas validé un questionnaire, je me suis fait taper dessus. Donc voilà, mis bout à bout, quand on a tout ça à gérer et que derrière on se pointe, entre guillemets, comme un touriste auprès de la banque, qu'on n'a pas tous les docs, qu'on voilà, on n'a pas très bien expliqué notre situation, bah, le banquier, en fait, soit ça lui donnera pas forcément envie de travailler avec toi, parce que lui, il va vouloir choisir des dossiers qui sont faciles, soit derrière, bah, voilà, comme je disais, il va commencer à travailler sur ton dossier. Si tu réponds pas, que tu fournis pas les docs, il va le mettre sous la pile et derrière, il va traiter d'autres urgences. Et les urgences, on en a toute la journée. Tout le temps, tout Hmm. le temps, tout le temps, tout le temps. Donc j'aurais tendance à dire, moi, professionnalisez-vous, amenez bien tous les documents, expliquez très bien votre situation, que ce soit clair déjà pour vous, que ce soit clair pour le banquier. Si la moindre question, moi je m'y amuse maintenant, que ce soit sur le volet particulier, le volet professionnel, à poser pas mal de questions, enfin surtout sur le volet pro, mais poser pas mal de questions pour voir si la personne connaît son dossier, pour voir si c'est cohérent après en termes de chiffres. Et il suffit que toi, tu aies un doute quand tu expliques ton dossier bancaire, qu'il y ait une incohérence ou quelque chose. Le banquier, ça va tilter, ça va pas le rassurer, et derrière, ça va fermer Ouais, c'est les bon. portes. Ouais, ouais, je comprends. Donc, professionnalisez-vous, formez-vous, faites-vous accompagner de personnes compétentes si jamais vous n'avez pas de compétences. Ok, bah c'est plutôt bien résumé, hein. Moi, tu vois, c'est toute l'approche aussi que je vais pouvoir diffuser à travers ce podcast et à travers mes coachings et tout. C'est euh, adopter la posture d'un professionnel de l'immobilier. Vraiment, c'est ce que je dis aujourd'hui. On peut plus se permettre de se planter déjà. L'erreur coûte très cher. Et si on veut se différencier, que ce soit auprès des agents IMO, enfin bon, bref, il faut, comme tu dis, c'est ça, c'est adopter un comportement de professionnel, agissez de telle sorte que c'est ce qui vous fera sortir du lot, c'est ce qui vous permettra de continuer à avancer et on laissera sur le côté bah, toutes les personnes qui pensent que c'est facile et qui finalement feront jamais ces efforts-là. Donc je te rejoins carrément. C'est ça. Et ben écoute Romain, merci beaucoup pour cet échange très constructif et intéressant. Bravo pour ton parcours perso. Euh, Merci. je sais que enfin, voilà, tu nourris aussi des belles ambitions, donc je vais suivre ça avec grand plaisir. Euh, Bon été. Tu pars un peu toi cet été? Je pars un petit peu ouais, dans le sud, là, avec le petit et puis la chérie. Et on part une petite semaine. Nous, on a fait notre gros voyage avec ma compagne sur le mois de mai, là. C'était l'Afrique du Sud. Ah mortel. Putain, on n'a pas Ouais. parlé la semaine dernière. Ok, trop C'était bien. trop bien. Ok. Incroyable. Donc, ouais, là, on part juste une petite semaine avec le petit au travers des travaux de la résidence principale. Bon, ça marche. Eh ben écoute, profite bien en tout cas, repose-toi bien et on se tient au jus sur la suite. Passez toutes et tous une Merci. belle semaine et je vous dis à très très vite dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.